On va recevoir notre confrère Thomas Misraki. Rejoignez-nous, Thomas. Vous êtes grand reporter, on connaît vos reportages sur LCI et TF1 et qui vous emmènent à l'étranger. Vous couvrez énormément l'étranger, mais vous avez une expérience de plusieurs années de grands reportages en France. Voilà. Et là, vous nous surprenez. Vous nous saisissez même. Vous avez choisi de faire un récit d'une expérience tout à fait extraordinaire. Ça s'appelle Le Grand Soir, c'est chez Grasset. Le dernier soir, pardon. C'était le Grand Soir. C'était le Grand Soir aussi. Le dernier soir. Vous racontez que vous avez accompagné, le dernier soir, une de vos amies, militante de l'ADMD, l'association du droit à mourir dans la dignité, à se suicider. Vous l'avez accompagnée jusqu'au bout, elle vous l'avait demandé. On a plein de questions à vous poser. C'est un sujet, on va le dire, le livre est captivant. C'est un sujet dérangeant qui pose aussi beaucoup de questions. Pourquoi vous n'avez pas gardé cette expérience inouïe, je disais tout à l'heure, extraordinairement intime pour vous? C'est une bonne question. D'abord, le texte, au départ, il n'a pas été écrit pour être publié. Je l'ai écrit l'été dernier parce que cette soirée commençait à s'effacer, que je n'avais pas envie de l'oublier et que je me suis dit qu'il fallait la consigner, cette histoire. C'est ce que j'ai fait. À la fin de l'été, ce texte, je l'ai fait lire à un ami qui connaissait la personne dont je raconte les dernières heures dans ce livre. Et il m'a dit, écoute, c'est incroyable, il faut que tu fasses publier ce texte, il faut qu'on en parle. Il y a un débat qui arrive en France, ça peut y contribuer. Et voilà. Et donc, j'ai contacté 2 éditeurs et ce texte a été pris par l'un d'eux. Enfin, par les 2 en l'occurrence, mais je Vous avez choisi Grasset. Voilà. Permettez-nous de vous dire que c'est très bien écrit. Merci. Et que, honnêtement, je crois qu'on peut tous dire qu'on l'a lu d'une traite. Oui, tout à fait. Merci. Et Elisabeth rappelait que cette personne, cette amie, vous l'avez rencontrée dans une association donc, qui milite pour le droit à la dignité et vous la décrivez comme vibrante, cinglante, amoureuse de la vie, amoureuse des hommes, terrorisée de perdre son pouvoir de séduction, son charme, sa féminité. En fait, cette femme, pour vous, c'était d'abord un hymne au vivant. Oui, c'était ce qu'elle était et c'est pour ça aussi qu'elle a décidé de faire ce qu'elle a fait. C'était une dame qui a une vie extraordinaire. Qui a traversé les époques, qui a été en avance sur son temps sur plein de choses, sur le féminisme, politiquement, elle avait une vision très précise de l'actualité et on se rencontrait souvent pour ça, pour parler du monde. Et c'est comme ça qu'on est devenus amis et je pense que c'est ce qui l'a amené à décider de se suicider. Et pourquoi justement est-ce qu'elle détestait autant la vieillesse? Parce que vous écrivez, elle redoutait cette laideur si chère à l'impotence, les rictus figés propres aux paralysés, la bave qui coule discrètement et qu'il faut faire essuyer. C'est ça qui lui faisait peur dans la vieillesse? La réponse est dans ce que vous dites en fait. Elle voulait pas se voir dépérir, elle ne voulait pas perdre ses capacités, perdre sa vie, perdre tout ce qui faisait le sel de sa vie, c'est-à-dire tout ce qu'on a nous, tous ici, cette capacité qu'on a, cette énergie, pouvoir continuer à construire. La vie, c'est avancer, c'est construire, c'est accumuler des expériences. Et elle commençait à vivre dans ses souvenirs. Elle nous le disait, ou elle me le disait en tout cas quand j'allais la voir. Elle me racontait ses histoires, et puis elle me disait souvent, j'ai raconté 10 fois cette histoire. Mais voilà, et ça ne l'intéressait pas. Vivre dans le passé ne l'intéressait pas. Elle vivait avant tout dans le présent. Elle vivait pour construire, et elle était arrivée à ce moment de sa vie où elle n'avait plus rien à construire. Je pense, en tout cas moi c'est ce que j'en ai compris, et c'est pour ça qu'elle a décidé. Pardon, pourquoi elle n'a pas choisi un fils? Elle a des filles, elle a des enfants. Vous dites de vous-même, j'étais la promesse accomplie. J'étais cet allié servile, compatissant et légèrement transparent, un ami de mort, un partenaire du départ, l'assurance pour elle d'être entourée juste de ce qu'il faut, de qui il faut. Pourquoi vous? Et quand elle vous appelle en vous disant c'est pour ce soir, vous comprenez tout de suite, vous ne vous êtes pas dit, oulala, je vais finalement pas y aller? Si, je me suis dit plein de choses, évidemment, ça a duré une seconde. Quand je l'appelle, je rentre d'Ukraine, donc quand on rentre d'Ukraine, pour ceux qui ont fait ce type de reportage, on a toujours quelques jours on va dire de flottement, parce que la réalité est différente ici que de celle qu'on vit sur ce terrain-là. Et j'ai dû hésiter. Pour tout vous dire, Elisabeth, ça s'est passé très rapidement. Je lui avais fait cette promesse. Cette promesse, elle impliquait une non-réflexion de ma part. C'est-à-dire que quand elle allait m'appeler, je devais être là. Et du coup, oui, j'y suis allé tout de suite.
J'ai hésité, j'ai eu peur, mais j'étais là parce que je lui permettais, moi, d'aller jusqu'au bout de ce qu'elle voulait faire. Si elle avait eu l'un de ses fils, je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile pour elle, parce qu'on n'a pas les rapports, évidemment, qu'on a avec un ami, qu'on peut avoir avec un enfant. Et voilà, donc elle avait besoin... Elle avait peur d'être dissuadée au dernier moment. Oui, elle avait peur de leur regard, elle avait peur de leur jugement, elle avait peur de son amour pour eux, elle avait peur de tout ça. C'est difficile, encore une fois. Moi, je crois que je commence le livre comme ça. Elle avait peur. Alors moi, c'est la première fois que je la voyais avoir peur. Justement, ce mot « peur », c'est assez intéressant, parce que quand j'ai lu votre livre, une première fois le mot « peur », 48 fois. Il est écrit dans votre ouvrage. Peur de quoi, au final? C'était peur pour elle, pour votre amie, peur de la suite pour vous, pour votre fille, pour votre entourage. Peur de quoi? La mort, c'est un vertige. Un vertige inimaginable. Et évidemment qu'on a peur de mourir. Je pense que toute personne normalement constituée a peur de mourir. Moi, j'ai peur de mourir. Évidemment, j'adore la vie, j'ai une vie extraordinaire. Et je crois qu'elle avait peur parce que ce moment-là, ce moment qu'elle préparait depuis des décennies, il était là. Et il aurait pu se passer énormément de choses dans cette soirée. Elle aurait pu rater son départ, elle aurait pu renoncer à ce départ, elle y avait déjà renoncé à plusieurs reprises. Voilà, elle était... C'est la comparaison que je fais souvent, elle était sur ce plongeoir et elle allait sauter, elle allait plonger et elle allait le faire. Et je crois qu'elle a pris conscience, alors probablement quelques heures ou quelques jours avant que j'arrive, que ce soir-là, c'était le dernier soir. Et c'est pour ça qu'elle avait peur. Je pense que franchement, elle aimait sa vie, elle avait une vie formidable. Elle l'aimait plus. Là, vous décrivez quand même à quel point elle sa vie. Elle a aimé sa vie, elle ne voulait plus la poursuivre, mais elle aimait sa vie, elle aimait la vie qu'elle avait eue. Fière de sa vie. Elle aimait la vie, justement. Et donc voilà, enfin, je pense que, encore une fois, enfin, c'est terrible. C'est terrible de quitter la vie. Mais pour elle, c'était plus difficile de continuer à vivre sans ce qu'elle aimait dans la vie que de partir. En tout cas, ce grand plongeon s'est passé dans une désarmante simplicité. C'est-à-dire que vous avez avec elle élaboré les pires scénarios et finalement, tout s'est bien passé. Et les derniers mots qu'elle prononce, c'est « Merci Thomas ». Qu'est-ce que vous avez pensé, qu'est-ce que vous avez éprouvé dans votre corps quand vous l'avez regardé partir? J'étais paralysé. Pour tout vous dire, j'étais paralysé. Elle m'avait décrit le processus du départ. Et tout se passait comme elle me l'avait décrit. Et des gens morts, j'en ai vu un bon paquet, mais évidemment, j'avais jamais laissé quelqu'un mourir, encore moins quelqu'un que j'aime, que j'aimais. Je suis resté quelques minutes avec peut-être une pensée un peu absurde en me disant, est-ce que c'est fini, est-ce que c'est pas fini, est-ce qu'elle va se réveiller, est-ce qu'elle est endormie, est-ce que... J'ai vu le moment où elle a arrêté de respirer. Donc, et alors on s'accroche à quoi? Des détails pratiques à ce moment-là pour pas se... On s'accroche à rien, on s'accroche à ok, tout est en train de se passer comme elle voulait que ça se passe. Voilà. Je suis resté quelques minutes dans sa chambre, je suis parti, j'ai mis mes affaires et j'ai eu un moment de doute. Je suis retourné dans sa chambre et puis elle était là, sur son lit. Immobile, allongée sur le dos. Comme je l'avais quitté et voilà, et je me suis dit, il faut que je parte, j'ai éteint mon portable. Elle avait tout préparé, une petite fiole, voilà, elle l'a bu et ça s'est passé en 1 minute. Et voilà, en quelques instants, elle est partie, sans souffrance, elle s'est endormie. Thomas, vous permettez que je passe au tutoiement? Ça fait 25 ans qu'on se connaît, donc voilà, je sais que dès 25 ans, tu parlais déjà de ça, de choisir l'heure de ta mort. Donc lorsque tu as vu ton ami partir, est-ce que ça t'a conforté? Ou est-ce que tu t'es dit, c'est pas comme ça que je veux mourir finalement? Est-ce que toi aussi, tu choisiras un ami pour t'accompagner? Je sais pas, ça c'est vraiment trop tôt. Ce que je sais, c'est que ça m'a conforté dans mon idée. Ça c'est une bonne question, oui. Quand vous voyez ça, j'ai toujours voulu faire ça pour plein de raisons que je ne maîtrise pas d'ailleurs. Mais oui, ça m'a conforté dans mon idée. J'espère que d'ici le moment où tout cela se passera, les lois auront évolué en France, même si encore une fois, la loi qui devrait faire débat dans les semaines, dans les mois qui viennent, n'a rien à voir avec ce qui s'est passé là. On va en parler peut-être dans un instant, mais non, ça m'a conforté dans mon idée. Moi, pour tout vous dire, et c'est terrible, mais j'ai une admiration sans borne pour le courage qu'a eu celle que j'appelle Sylvie, parce que on parlait de peur et pour affronter cette peur, il faut un courage immense. Et ce courage, elle en a fait montre.
Donc voilà, moi je suis encore plus persuadé que c'est le bon chemin pour moi. Encore une fois, il n'y a pas de prosélytisme. Je ne prône rien. Non, mais c'est très important de le dire. Moi, je n'encourage pas les gens, évidemment, à faire ce type de choses. Le suicide, c'est évidemment quelque chose de terrible. Il ne faut pas se suicider, évidemment. Après, moi, je veux avoir le choix. Il faut avoir le droit de le faire. Mais de toute façon, c'est une liberté ultime, le suicide. De mourir dans la dignité, ce qui est encore une petite nuance. Pas le suicide. Oui, c'est important. Pas le suicide, parce que là, il y a quelque chose de différent. Parce que tout le monde veut vous dire, mais rien n'empêche quelqu'un de se suicider, malheureusement, s'il a... Non, mais le faire dans la dignité, le faire dans de bonnes conditions, le faire en expliquant cela aux gens qu'on aime. J'étais en Bretagne il y a quelques jours avec un des caméramans de TF1 sur un reportage. Je lui racontais mon histoire, il me parlait de mon livre, et il m'expliquait que lui aussi, son père avait décidé de faire ça, qu'il avait accompagné son père, évidemment, en toute illégalité. Et à chaque fois que j'en parle à quelqu'un, la personne me dit, autour de moi, il y a eu... Voilà, donc c'est quelque chose qui n'est pas aussi rare que ça. Justement, au regard de la loi, vous risquez quoi concrètement? Dans votre livre, vous mentionnez, vous imaginez déjà le tribunal, le juge, ce que vous allez dire. Vous risquez quoi? Il y a plusieurs choses. D'abord, pour non-assistance à personne en danger, je risque 5 ans de prison et je crois jusqu'à 100 000 € d'amende. Ce n'est pas rien. J'espère que les gens ne liront pas ce livre comme une promotion quel que soit le mot qu'on veut utiliser, mais du suicide, parce que là aussi je risque gros. Voilà, c'est un risque évidemment, mais c'est vous avez mesuré que j'ai mesuré. Pour tout vous dire, voilà, le livre a été lu par un avocat avant sa publication. Il y a une trentaine de pages qui ont été retirées en tout, un peu moins peut-être, mais en tout cas, c'est des paragraphes, c'est pas 30 pages pleines, pour éviter tout risque juridique. Maintenant, le risque, il est là, il existe. Il a fallu que je réfléchisse bien pour savoir si je voulais aller au bout de tout ça. Avec mon éditeur, avec Grasset, avec mon éditeur Christophe Bataille, on a beaucoup discuté, on a passé des heures à en discuter. Avec Richard Malka, qui s'occupe de ce livre aussi. L'avocat. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, l'euthanasie et le suicide assisté sont interdits en France. Et justement, le gouvernement est en train de préparer un projet de loi. Qu'est-ce que vous espérez de ce changement de loi, de ce projet de loi? Alors, encore une fois, il y a deux choses, et c'est très important de le préciser. Les lois sur la fin de vie, que ce soit de l'euthanasie ou du suicide assisté, c'est des lois qui devraient ou qui devront accompagner ceux qui sont atteints d'une maladie incurable et irréversible. La maladie de Charcot, un cancer incurable. Et ces gens-là, pour éviter la souffrance, ils auront la possibilité, si ces textes-là sont adoptés en France d'une manière ou d'une autre, de recourir au suicide assisté ou à l'euthanasie, comme c'est le cas dans la majeure partie des pays européens, au nord comme au sud. Il faut le rappeler, on n'est pas une exception en France, on est très en retard sur la question. Donc ça, c'est la loi. C'est la loi que j'espère pour permettre à tous ceux qui souffrent de partir dans la dignité et ne pas passer des années à se battre contre une maladie contre laquelle ils vont perdre des souffrances personnelles, des souffrances pour l'entourage, des complications immenses qu'on oublie souvent dans ce genre de situation. Ça, c'est une chose. Après, moi, ma philosophie, c'est de dire que la vieillesse peut aussi être considérée, à partir d'un certain point, comme une maladie irréversible et incurable. Jusqu'à preuve du contraire, on meurt, on vieillit et puis on meurt. Alors il y aura peut-être une façon de régénérer les cellules dans quelques temps, mais pour l'instant ça n'existe pas, en tout cas pas de manière prouvée. Ensuite, tout ce qui est lié, et c'était le cas de la personne dont je parle dans le livre, à ces petites polypathologies qui sont liées au vieillissement du corps, les mains qui tremblent, les trous de mémoire, les douleurs, une forme de déprime, tout ça, ça existe vraiment. La vieillesse n'est pas qu'un chemin tranquille, avec des gens qui sourient, qui sont heureux de vous raconter leur vie. Non, il y a des gens qui souffrent, qui sont seuls, qui passent des années dans des EHPAD à être... et malgré le travail extraordinaire qui est fait dans de très nombreux EHPAD, mais c'est pas toujours une promenade de santé, ce qui se passe entre le moment où la société n'a plus besoin de vous et le moment où vous allez mourir. Donc ça, c'est autre chose, c'est mon combat à moi, c'est ma décision à moi. Est-ce que la vieillesse peut être considérée comme une maladie irréversible et incurable? Chacun se fera son idée. Encore une fois, il n'y a pas de prosélytisme de ma part. Moi, j'ai fait mon choix, et il est clair.